C'était le 20 octobre 2019 dans l'Orne. Monseigneur Jacques Habert était alors encore évêque du diocèse de Sées et à cette époque, il officialisait avec Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo, le jumelage entre les deux diocèses. Un peu plus de 5 ans après, on fait le point à l'occasion de la visite de Monseigneur Bernard-Emmanuel ici en Normandie. Où en est-on? Quels sont les fruits de ce jumelage? Quels sont les intérêts à rapprocher deux églises différentes? Nos invités sont donc l'évêque de Mbuji-Mayi, Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda, et aussi le père Philippe Potier, qui est vicaire général du diocèse de Sées. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. La raison de votre venue, Monseigneur Bernard-Emmanuel, ici, c'est une visite de quelques jours rapide? Oui, de quelques jours rapides, mais essentiel parce que on vient toujours réchauffer les relations entre nos deux églises. Voilà, il y a souvent des visites réciproques. Père Philippe Potier, vous-même, vous êtes allé au moins une fois, peut-être plus, là-bas? Une fois, donc avec Monseigneur Habert, donc pour avant l'officialisation du jumelage. C'est l'officialisation du côté de Mbuji-Mayi. C'est ça. Alors, au mois de juillet. L'évêque du diocèse de Sées est maintenant Monseigneur Bruno Feillet. Ça n'empêche que le jumelage, bien sûr, continue. Monseigneur Kassanda, juste un mot sur la situation dans votre pays. On sait qu'en ce moment, c'est très tendu. Alors, votre diocèse est situé un peu à mi-chemin entre Kinshasa et Goma, plus au sud, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, et c'est une situation préoccupante? Très préoccupante pour nous. Oui. Notre diocèse est situé au centre-sud du pays. Kinshasa est à l'ouest, Goma est au nord-est et notre diocèse est au centre-sud. Dans la province du Kasaï, la grande province, la région, s'il faut dire ainsi. Et la situation qui frappe nos compatriotes de Goma et en particulier et en général du Kivu et de l'Ituri nous préoccupe plus au point. Nous sommes très touchés parce que nous voyons bien comment on devient seul dans cette situation. Nous sentons que ce sont les intérêts qui priment sur la vie humaine, sur des personnes et autre chose. Parce que quand on regarde très bien ce qu'il y a comme motivation de cette guerre, nous pouvons dire que ce n'est pas parce que il y a une petite ethnie qui est minorisée parmi tant d'autres. Notre Congo compte plus de 240 ethnies et tous, nous pouvons dire, nous sommes minoritaires. Mais mettre l'accent sur les Tutsis, ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir, disons, envahir notre pays. Et qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est le vol de nos minéraux. Les minéraux stratégiques, comme vous l'entendez, les cobaltes, les lithium, les cassétérites. Nous avons beaucoup de minéraux et qui font la jalousie de ceux qui sont à côté et l'envie. Mais malheureusement, c'est vraiment, je vais dire, une boule, effet boule-neige. Donc ça veut dire il n'y a pas que le Rwanda seul. Derrière le Rwanda, il y a les acheteurs. Et dernièrement, l'une des personnes politiques de votre pays a parlé des receleurs. Et c'est vrai, c'est le recel. C'est ça. Parce que le Rwanda vend le cobalt et se trouve parmi les grands exportateurs de ces minéraux, alors qu'il n'en produit pas. Ça vient de notre pays. Pourquoi ne pas directement traiter avec notre pays et aller dans ce que notre président dit, le président de la République, c'est le gagnant-gagnant. On ne veut pas que les acheteurs puissent profiter de ce que nous avons, mais qu'il y ait le gagnant-gagnant. Et un retour pour notre peuple, le développement, le progrès de notre peuple, parce que Dieu nous a placés là, comme si à la création, on nous a placés dans un paradis. Mais ce paradis est envié par tous et nous voulons bien partager avec les autres. Mais pourquoi est-ce que maintenant, on doit nous faire la guerre? Et c'est cette guerre-là qui aujourd'hui décime les populations pacifiques et calmes. Nous accueillons les Rwandais chez nous et il y a même, comme l'ethnie, il y a de rwandophones qui sont chez nous, qui sont appelés Congolais. Et au niveau même du gouvernement, nous avons des ministres qui sont là, mais il n'y a pas que les gouvernements. Il y a les mandataires dans des grandes entreprises et tout ça. Donc là, le problème n'est pas à ce niveau-là.
Mais le problème, c'était les accords qu'on avait signés au départ. C'était des très mauvais accords qui donnaient au Rwanda beaucoup d'avantages. Et après, on donnait aussi le privilège en disant que c'était les rebelles qui recevaient par la négociation, les dialogues, une portion des pouvoirs. Mais en fait, c'est les Rwandais qui étaient comme les capitaines. Voilà, c'est un peu cette situation. Voilà, mais est-ce que dans ce domaine, les évêques des diocèses de votre pays ont une parole publique, ou est-ce que vous arrivez peut-être à apaiser les choses, à parler un peu à vos diocésains à ce sujet-là, ou... Oui, c'est une situation d'abord qui intéresse toute la population. Oui. Et avant de répondre à la question des évêques, je voulais vous dire les témoignages même à l'étranger. Tout Congolais qui est à l'étranger, qui voit comment, je dois dire, nous sommes humiliés dans cette guerre d'invasion, une guerre imposée, une guerre injuste, et ne se repose pas, sans mal. Et là, les évêques, ils viennent de publier un message, mais un message qui va dans le sens surtout de consoler les populations, de compatir avec le peuple, parce que ça nous fait mal. On doit dénoncer les tueries qui sont arrivées. On ne doit pas, à cause de peut-être une gestion interne, peut-être qui n'a pas satisfait tout le monde, arriver à donner raison à ceux qui portent les armes et qui viennent tuer leurs propres... Je pense à ces rebelles qui se sont coalisés avec le Rwanda pour venir tuer leur peuple, tuer les populations. Et là-dedans, ce qui encore qui fait mal, c'est de trouver ce qu'on appelle les infiltrés, c'est-à-dire même les originaires, surtout de ce Sud Kivu, au nom de leurs propres intérêts, certains arrivent à trahir le pays pour le besoin personnel. Mais ceux qui sont tués, ce ne sont pas d'abord les gens qui viennent de chez nous, du Sud, du centre-sud, sauf les militaires qui sont partis. Mais les autres sont là, nous sommes tranquilles. Mais ça nous fait mal de voir comment il y a une certaine duplicité et tout ça. Donc pour les évêques, c'est pareil. Donc ça veut dire nous sommes préoccupés et on en parle. Père Philippe Potier, c'est sûr que je suppose que cette souffrance, elle rejoint bien sûr les diocésains qui sont jumelés avec le diocèse de Mbuji-Mayi et donc ce pays, République démocratique du Congo. Ça nous incite peut-être à prier, à les aider. Bien entendu. La semaine dernière, nous avions un comité de jumelage. Et dans le comité de jumelage, ce qui est beau, c'est qu'il y a aussi 2 prêtres de Mbuji-Mayi. Donc ça nous permet aussi d'être en direct avec la situation du pays. Et ce qu'on a décidé, c'est d'inviter ce dimanche les communautés chrétiennes à prier pour la paix là-bas, en RDC. On avait déjà relayé cet appel-là au moment de la visite du pape François. Voilà. Mais on va inviter à cette prière. En écoutant les prêtres, en écoutant Monseigneur Bernard Emmanuel, et puis en écoutant les prêtres qui sont chez nous, on mesure bien comment... ils sont touchés, voilà, parce que c'est aussi, ça peut être de la famille qui est là-bas à Goma. Bien sûr. Voilà. On présente très rapidement les 2 diocèses. Le diocèse normand, moins de 300 000 habitants ici dans l'Orne, le diocèse de C. Combien de prêtres en activité, vous savez, Père Philippe Potier? Je suis pas bon du tout avec les chiffres. Je vous pose une colle, hein. Oui, et puis j'aime pas compter. Oui. Comment je veux dire, non, voilà, donc 60 prêtres, 70 prêtres. Voilà, en tout cas une situation bien différente de votre diocèse, Monseigneur Bernard Emmanuel, parce que dans votre diocèse, je crois que vous êtes pas loin de 5 millions d'habitants, non? Oui, non, dans le diocèse, nous sommes... Les diocèses, pas le pays. Oui, non, le diocèse. Ah non, le diocèse, on est à 4 millions 4 millions, oui. Un peu plus de la moitié de catholiques, c'est ça? Oui, nous sommes maintenant, parce que ça bouge, hein, les lignes bougent. Hein. C'est ça. On est autour de 50-48% des catholiques. Mais bon, maintenant il y a aussi les églises chrétiennes qui sont en grand nombre, les églises des réveils. Il y a des protestants qui croissent toujours à tout vent. Et maintenant commence aussi la présence de musulmans chez nous. Et on les ressent, on les voit. Donc c'est tout ça qui fait alors composition de notre diocèse. En tout cas, vous avez quand même plus de prêtres qu'ici, plus de 230 prêtres diocésains, aussi des missionnaires, des religieux. Oui. Votre diocèse, par contre, est beaucoup plus jeune que celui du diocèse, celui de C, puisque vous avez, je crois, 58 ans d'existence en tant que diocèse, à peu près.
Notre diocèse, canoniquement, a été érigé le 3 mai 1966, canoniquement. D'accord. C'était à l'issue aussi de conflits liés, des guerres de l'indépendance, où chacun devait rentrer chez soi et que nous qui étions ailleurs, c'est-à-dire nos parents et autres, qui ont suivi la scolarité là où il y avait les missionnaires, après ils étaient obligés de rentrer sur leur terre et tout ça. Donc on a constitué le diocèse avec des gens qui venaient déjà bien formés, et même un évêque, parmi les tout premiers évêques du Congo, Monseigneur Joseph Nkongolo, évêque depuis le 1er juillet 1959. Et ça faisait que notre diocèse était constitué déjà d'un personnel ecclésiastique assez important, et aussi même des personnes, des ressources humaines aussi bien formées. Voilà, vous êtes le 3e évêque du diocèse. Oui, tout à fait. Monseigneur Feuillet doit être le 86e, je crois, si mes sources sont bonnes. Donc on voit vraiment deux situations différentes. Un pays normand de vieille tradition chrétienne, catholique, et puis un pays africain avec tout son dynamisme et sa jeunesse. On va parler un petit peu des apports mutuels qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres. Juste rapidement, pour situer les origines du jumelage, en fait, on peut dire que c'est né de votre amitié à l'origine avec Monseigneur Habert, puisque vous avez fait des études en France ensemble. C'est ça, hein? Pas ensemble. Pas ensemble. Pas ensemble. Vous êtes on a travaillé dans la pastorale ensemble. D'accord. J'étais étudiant, résident au diocèse de Créteil, résident à Cachan, et on faisait partie du même doyenné avec Monseigneur Jacques, qui était lui à la paroisse de la Île-et-Rose. D'accord. Alors on constituait un même doyenné, on s'est retrouvés régulièrement pour le repas, pour des activités pastorales. Ça. Voilà, et puis le diocèse de C, Père Philippe Authier, a accueilli des prêtres fidei donum depuis pas mal d'années déjà. Oui, les premiers prêtres fidei donum envoyés, c'était 2 prêtres, donc un qui a été à Flers, la Lande Patrie, et puis Donfront, et puis l'autre qui était dans le Perche, voilà. Et c'est à partir de ces liens-là qui a été déjà tissé, et puis des relations d'amitié, bien sûr, entre les 2 évêques, que l'idée et l'appel pour entrer en jumelage a été adressé par Monseigneur Habert. Donc il y a eu tout un temps aussi de rencontres préliminaires à cet acte de jumelage. Et alors, il y a 5 ans, en octobre 2019, Monseigneur Kassanda, vous disiez que le jumelage repose sur 3 volets, la prière, le partage d'expériences, l'échange de compétences. Vous diriez encore la même chose 5 ans après? Exactement, oui. Exactement. Vous venez de l'entendre, nous sommes dans une situation difficile et les diocèses s'organisent à prier aussi pour la paix chez nous. Ça, c'est l'échange d'expériences. Nos prêtres sont venus ici. Et aussi, chez vous aussi, nous avons reçu déjà, on a fait une expérience qui est encore à développer dans cet échange-là. Et puis les compétences, voilà, des prêtres, il y a comme le Père Simon qui est venu pour se laisser former ici. Et on se prépare aussi à encore envoyer un jeune, comme pour dire que le jumelage n'est pas simplement pour le personnel ecclésiastique, mais c'est pour le peuple de Dieu. Qui habite donc, chez nous au Congo et ici aussi au diocèse de C, qui est notre grande sœur de très loin, et on peut dire notre mère par rapport à son expérience millénaire ou séculaire, je veux dire ainsi. C'est ça. Alors justement, depuis 5 ans, est-ce qu'on peut détailler davantage concrètement ce qui s'est passé, Père Philippe? Alors peut-être je vais revenir sur la prière, parce que l'événement est tout frais. Ce dimanche, c'était la fête de la présentation du Seigneur, avec la fête de la vie consacrée. Et samedi après-midi, les consacrés du diocèse de Bujimaï envoyaient un message aux consacrés du diocèse de C. C'est pour dire qu'il y a toutes ces relations qui se tissent de communauté à communauté qui sont importantes. Voilà. Et je trouve que des liens de la vie consacrée sont assez marqués. Enfin, voilà, des liens qui se font petit à petit. Alors, depuis 5 ans, donc, le diocèse de C, par exemple, a accueilli plusieurs prêtres
du diocèse de Mbuji-Mayi, donc qui est un peu réparti sur tout le territoire. Voilà. Enfin, il y en a encore un dans le Perche. Aujourd'hui, il y a Godefroy, le père Godefroy qui est à la Ferté-Massé, le père Joseph qui est ici à Alençon, et le père Christian qui est à Flers. Voilà les 3 prêtres actuellement. Il y avait le père Simon qui était sur JL et C, mais voilà qui est reparti au mois d'octobre, au terme de sa mission. C'est ça. Les prêtres restent combien d'années en moyenne? Il y a une durée, il y a un mandat, je sais pas, de 3 ans renouvelable ou pas? Alors, il n'y a pas de règle? Si. Alors, actuellement, c'est des mandats de 3 ans, 3, 6 ou 9 ans. Les 2 premiers prêtres sont restés 10 ans. Voilà, donc les évêques se mettent d'accord à ce moment-là. Voilà. Donc, Voilà. Il y a aussi un jeune prêtre du diocèse de C qui est parti presque 2 ans chez vous. Oui. Il y a eu d'autres échanges. Alors, il y a peut-être des laïcs qui ont été envoyés. Alors, en tout cas, il y a eu plusieurs voyages. Alors, il y a eu 2 voyages. Le premier en 2019. Et puis, il y a 2 ans, avec Monseigneur Bruno Feuillet. Et là, c'était deux personnes du comité de jumelage qui étaient présentes. Et là, c'était important aussi pour que les gens du comité de jumelage du diocèse soient vraiment en prise avec la réalité locale. C'est ça. Alors, on précise, vous l'avez dit, qu'il y a un comité de jumelage ici à C, plusieurs personnes qui se réunissent régulièrement. Oui, qui se réunissent régulièrement autour des projets. Ça, c'est en fonction aussi des projets. Donc, on est 6, 4 femmes... Non, attendez, j'ai le problème avec les chiffres toujours. Donc voilà, un peu moins de 10. Voilà, merci. Et vous vous réunissez régulièrement pour étudier les projets en cours, le suivi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le comité de jumelage, aujourd'hui, il y a 2 prêtres de Mbuji-Mayi qui sont aussi dans le comité de jumelage. D'accord. Et ça, j'insiste pour dire que c'est vraiment un lieu d'échange aussi. Vraiment d'égal à égal aussi, pour que c'est vraiment une expérience de fraternité. Vous avez parlé du père Simon qui est venu en formation ici dans l'Orne, notamment à l'établissement en JL. C'était une formation plus technique, mécanique, informatique et pratique. Pour revenir. Là, il est revenu chez vous. Oui, il est revenu chez nous. Il est directeur d'un quoi? C'est un garage diocésain, c'est quoi exactement? Oui, voilà. D'abord, le père Simon, c'est quelqu'un de très pratique. Il n'a pas fait ses études techniques ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a le sens de tout ce qui est mécanique et tout ça. Et j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui pouvait venir un peu de temps, capter, ce que je peux dire, les compétences et les connaissances, et venir aussi les transmettre chez nous. Et alors là, je l'ai nommé, et il a une double casquette. Il s'occupe du garage, en général, le garage diocésain, et aussi du centre de contrôle technique aux standards internationaux. Donc c'est un peu ça. Et c'est diocésain aussi, ce centre? C'est diocésain. D'accord. Il a participé d'ailleurs à l'achat des équipements. Nous avons un prêtre qui est en Espagne, aussi confidé d'Onum, mais qui fait aussi sa formation de mécanicien. C'est ça. D'abord, l'a appris à la maison, et puis maintenant, là, il suit un peu la formation. C'est à ces 2-là que nous sommes adressés directement pour constituer un peu le premier kit de ce dont nous avons besoin pour mettre sur pied un garage que nous appellerions garage moderne. C'est un peu ça, par rapport à ce que... Donc, vous profitez finalement de certaines compétences qu'il y a ici dans l'Orne, dans le diocèse de C. Absolument. Et nous en sommes heureux. Oui. Il y a d'autres domaines de compétences qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Enfin, je ne sais pas quoi, la santé, l'agriculture, ou est-ce qu'il y aurait... Ce serait envisageable Père Philippe, que des laïcs d'ici partent pour aider, je ne sais pas, dans tel ou tel domaine, agricole ou autre? D'accord. Dès le départ, Monseigneur Bernard Emmanuel l'a souligné, que ce soit un échange ouvert à tous. Voilà. Et donc, notamment dans l'éducation et l'agriculture, quand nous sommes allés là-bas, avec... Monseigneur Jacques Habert, vous l'aviez dit, c'est écrit dans la charte du jumelage. Voilà. Donc ça, c'est une préoccupation. Après, on n'a pas encore trouvé le comment de la réalisation. Oui, il faut du temps. En même temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça reste ouvert. Et le fait d'accueillir un laïc en formation, probablement, là, pour l'instant, tout est en étude, pour une formation dont le Père va vous parler certainement, c'est aussi pour nous un signe fort. Voilà. C'est pas seulement recevoir des prêtres, mais aussi
contribuer à la formation de laïcs pour le diocèse de Bujimaï. Alors là, c'est le projet d'envoyer un laïc de chez vous, ici. En Normandie. Je vais vous répondre sur les deux volets. Le premier volet, justement, c'est d'abord pour ce qui nous concerne, nous, par rapport à notre diocèse aîné, qui est C. Pour nous, nous voulons envoyer maintenant un jeune laïc qui vient pour se former dans la musique. Nous sommes habitués chez nous à chanter, on aime chanter, mais nous n'avons pas les compétences pour lire les portées musicales. On chante, alors c'est d'un coin à l'autre, on peut chanter de n'importe quelle manière, et parfois la déformation devient aussi comme une norme. D'un coin à l'autre, un peu comme on parle des dialectes. J'ai fait mes études ici, on a vu comment on parle des oiseaux. Oui. Même ces oiseaux chantent aussi, mais ils ont des dialectes quand ils chantent, d'après un peu la science. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit, si on n'a pas la musique qui est inscrite, en lisant de façon normative ce qui est donné, ça fait problème. Alors ce jeune homme a déjà manifesté en lui vraiment des compétences. Et comme ceux qui ont étudié au petit séminaire d'antan sont en train de vieillir. Ceux qui avaient bien appris à bien aussi jouer de la musique, à lire les notes comme il faut. Mais il s'est passé un temps où tout cela avec les synthétiseurs, tout est dedans, mais ça n'est pas ça la compétence. Oui. Alors maintenant, celui-là, ce jeune homme, on l'a repéré, il est bon, nous sommes contents de ce qu'il est. Et comme il est jeune, nous avons voulu qu'il vienne ici et qu'il suive une formation au conservatoire et ailleurs, une formation qui pourrait lui donner encore beaucoup plus d'atouts. Et chez nous, j'ai créé ce que j'appelle le centre de musique Sainte-Cécile, le centre diocésain. Ce centre a un double objectif, c'est d'abord de recueillir tous nos chants traditionnels, culturels et aussi chrétiens, et les mettre aussi sur portée. Que ces chants restent pour la postérité. Comme ici, vous avez les Gélineau, Joseph Gélineau et autres là. Nous avons aussi besoin de garder ça chez nous. Et c'est dans ce sens-là que Jean, qui viendra, va se former ici. Et nous sommes heureux de voir que le projet se prépare et qu'on puisse faire quelque chose pour lui. Maintenant, pour le retour, le deuxième volet, c'est ce que moi j'attends de... Chez notre chant est un chant non exploité, je peux dire ça. Le chant pastoral, il est non exploité. Tout chrétien qui se sent porté à aller en mission, que ce soit pour 2 semaines, 1 mois, 1 année, 3 ans, nous sommes toujours là prêts à l'accueillir à bras ouverts pour nous donner et partager ses compétences. Et là, si on a un agriculteur qui a de l'expérience, soit dans la manière de cultiver telle ou telle plante, et nous sommes toujours d'accord, nous sommes partants. On a un éleveur qui s'est bien élevé. J'ai parlé beaucoup de l'insémination artificielle. Nous voulons chez nous arriver à avoir des vaches laitières, par exemple. Mais on n'a pas de méthode, on ne sait pas les faire. C'est vrai que le climat n'est pas toujours pareil à celui d'ici, mais on peut faire ce qu'on dit les métissages ou bon, c'est ça, voir les bêtes de là et les semences d'ici, comment on peut maintenant former une race qui s'adapterait au climat de chez nous. C'est ça, qui nous donnerait du lait. Il y a plein de domaines dans lesquels on pourrait, je dis, voilà. Les Ornais ou les Normands pourraient vous aider. Oui, quoi. la boulangerie. Nous avons besoin de compétences. Alors, quand on remonte encore plus haut, on peut avoir les enseignants, on peut avoir les infirmiers. Donc, le champ est ouvert. C'est ça. Et ici, ce que moi je trouve, c'est que les retraités, comme ils partent avec force en retraite, ils peuvent toujours, comme seniors, venir chez nous pour un peu de temps. S'ils osent tenter l'expérience. Voilà, tant qu'ils ont la santé pour venir, en tout cas. Et il y en a. En tout cas, on voit bien que dans votre diocèse, vous avez la double dimension, l'annonce de l'évangile en tant que pasteur, mais aussi le développement de votre pays, puisque vous disiez que ça ne sert à rien d'annoncer le Christ si à côté on n'aide pas sa population, quoi. Tout à fait. Ça. Sinon, ça deviendrait l'opium du peuple. Si on annonce que l'évangile seul, sans aider le peuple à se développer, là alors c'est l'opium du peuple, comme le disait Karl Marx. C'est ça. Et nous devons, nous autres,
tenir les deux bouts et aller de l'avant avec. Et même les magistères nous montrent toujours des documents dans ce sens-là. Les progrès, le développement du peuple, par exemple, de Paul VI, c'est un peu tout ça. Donc, Père Philippe Potier. Et moi, je permets d'ajouter au propos de Monseigneur Bernard Emmanuel, du côté des communautés chrétiennes qui accueillent des prêtres fidei Donum, et notamment des prêtres de Kinshasa, de Mbuji-Mayi. Oui. Je pense qu'il y aurait des recherches à faire pour qu'il y ait des visitations de part et d'autre, pour apprendre à aller là d'où vient le prêtre, et que des gens de là-bas viennent aussi ici. Moi, je me rappelle toujours de la première visite, la première messe que nous avons eue en juillet 2019, à Sainte-Marie. Et je me disais, moi j'étais avec le père Amand Kongolo à Flers, je me disais, c'est de là que Amand vient. C'est-à-dire que cette jeunesse, ces chants, ce dynamisme, tous les âges dans une communauté, pour mesurer le déracinement que vivent des prêtres fidei Donum. Je crois qu'il y a quelque chose à chercher pour apprendre à mieux se connaître, mais c'est être en situation pour les voir. C'est ce qu'a marqué aussi les personnes qui sont allées dans le comité de jumelage là, cet été. Enfin, l'année dernière, pardon. Oui. Est-ce que les Normands sont généreux quand, par exemple, le comité de jumelage les sollicite pour accompagner des projets? Alors, il faut peut-être dire un petit mot d'un projet. Vous avez aidé au niveau des imprimeries ou d'envoi de livres, c'est ça? Alors, le plus gros des projets, c'est l'imprimerie. Alors, nous ne sommes pas les seuls partenaires financiers du projet, et ça, c'était important. C'est une imprimerie diocésaine, c'est ça, dans votre diocèse? Oui, c'est l'imprimerie diocésaine, mais qui a comme aussi vocation à rayonner sur d'autres diocèses voisins. D'accord. Ah oui. Et donc, ça, c'était l'élément phare, l'imprimerie. Josprints, c'est ça. Oui, qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau-là? C'est l'envoi de matériel ou c'est quoi? Nous, on a aidé au financement de matériel. C'est-à-dire que ce qui est premier dans le jumelage du côté du diocèse de C, c'est de répondre aux besoins du diocèse. Et non pas de nous dire ce qu'il faudrait. Et donc, ça, c'est une première chose. Et ne pas être le seul financeur. Donc, il y a eu Là, il y a eu la générosité vraiment des chrétiens du diocèse, des communautés religieuses, voilà, et puis d'organismes comme le CCF des Terres Solidaires qui avait subventionné. Mais on est un des éléments de ceux qui vous ont soutenu. Mais peut-être que vous pourriez parler de l'imprimerie, parce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi pour le développement. Oui, mais déjà pour les bienfaiteurs... le père Philippe vient de parler de toutes ces catégories-là. Il y a eu aussi des familles ou des couples qui nous ont aidés et à leur juste valeur. Vraiment, nous avons apprécié leurs dons. D'accord. Alors maintenant, pour ce travail de notre imprimerie, je dis bien, l'imprimerie va rayonner d'abord dans notre diocèse et aussi dans les diocèses voisins, parce qu'il n'y a rien. Déjà, nous avons ouvert une extension sur le diocèse de Chilomba, qui est situé dans une ville qui est située à 125-130 km de Mbuji-Mayi. Donc, c'est pour dire que nous avons cette ambition d'être vraiment une imprimerie qui est au service de sa population. Ça nous manque. On vient de terminer, j'ai amené avec moi le premier livre, qui est le livre des chants notés, justement, dans notre langue en Tchoulouba, avec déjà l'équipe sur place, comme j'ai dit, les anciens séminaristes et autres musiciens qu'on a eus. Et on a alors imprimé ce livre-là que j'ai ici, qui est sorti de cette imprimerie-là. Et là, donc, nous voulons encore aller plus loin avec d'autres documents catéchétiques, les documents pastoraux, et même aussi nous ouvrir au monde scientifique, dans la mesure du possible. Mais nous sommes en train d'aller pas à pas, parce que, disons aussi que le problème de l'électricité se pose encore chez nous. Nous en avons quand même de façon assez garantie, mais ce n'est pas encore assez. Donc, c'est en train de venir. C'est ça, il y a des périodes où il n'y a pas d'électricité. C'est l'électricité, oui, mais ça vient. En tout cas, c'est une vraie ruche, votre diocèse, parce que vous avez un garage diocésain, une imprimerie diocésaine. On n'est pas habitué à ça. Non. Ce sont des premiers pas. C'est ça. Alors, il faut parler aussi d'une opération assez récente, l'envoi de livres. Oui, alors qui est beaucoup plus simple et modeste. Mais qui est utile aussi. Oui, bien sûr. Alors, l'idée est venue d'abord de la visite de la délégation du Congo
de notre bibliothèque diocésaine. Alors, c'était l'émerveillement par rapport à nos ressources. Et en nous disant, mais nous, pour le séminaire, on a vraiment des difficultés à avoir des livres, etc. Et moi, on a demandé au père, est-ce que l'envoi de livres, ça vous intéresserait? Et donc, on a lancé cette opération de don de livres d'occasion, voilà, pour la bibliothèque du séminaire, de la propédeutique et d'une communauté religieuse des petites sœurs de Sainte-Thérèse. Voilà. Donc, c'est un envoi. La collecte a été faite, il y a au moins 500 livres qui ont été récoltés d'occasion, voilà, et qui sont arrivés à Bujimaï la semaine dernière. Oui, oui. Ah oui, c'est tout. Ils sont retirés même. L'arrivée est récente. Oui, d'accord. Oui. Alors, je voudrais vraiment remercier les diocèses pour ces cadeaux qu'ils viennent encore de nous faire, ensemble avec tous les chrétiens qui ont accepté de donner quelque chose. Ces livres sont chez nous et ils seront utilisés et exploités grâce à la générosité de ce peuple de Dieu qui se trouve à C. Ça représentait 350 kilos, voilà. D'accord. Et il y a eu le soutien de l'entreprise des Jouy, de Mortagne, pour l'acheminement vers la Belgique. Notamment. Et puis on signale, il y a eu aussi des soutiens d'école au niveau de la scolarisation. Alors au niveau de la scolarisation, il y a eu on a essayé des jumelages d'école à école. C'est beaucoup plus difficile. On n'est pas dans les mêmes rythmes de temps, de moyens, etc. Mais il y a notamment sur l'école Notre-Dame de Flers, là, de l'ensemble Saint-Thomas d'Aquin, il y a eu tout un échange qui s'est fait avec des bols de riz aussi pour un soutien financier. Monseigneur Cassanda, Père Philippe Potier, on arrive bientôt en fin d'émission au sujet de ce jumelage entre un diocèse normand, celui de C, et celui de Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo, dans le Kasaï oriental. Au bout de 5 ans, est-ce que tous les deux, vous auriez chacun un petit bilan à faire? Est-ce que c'est je suppose que l'expérience est positive et qu'elle va se poursuivre? Exactement. Oui. De mon côté, tout humblement, ma prière est de voir ce jumelage porter des grands fruits. Et comme le symbole que nous avions donné quand nous sommes venus, c'était des arbres. Mais un arbre qui grandit, qui devient très grand et qui appelle les oiseaux, et les oiseaux viennent aussi s'abriter dedans. Donc il faut que ces jumelages grandissent et deviennent vraiment un jumelage tel que même après nous, comme déjà Monseigneur Jacques est parti, maintenant c'est Monseigneur Bruno, moi aussi, je crois, dans plus ou moins 5 ans, j'aurai l'âge de la retraite, 75 ans, et si je pars, et que mes successeurs continuent bien avec ces projets, et que nos deux églises se serrent toujours les coudes, et qu'on aille de l'avant au nom de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, 2 églises sœurs. Alors ça, c'est pas important. C'était quand même le défi que nous avions, le passage de liens d'amitié de 2 évêques qui ont été à l'origine d'un jumelage, avec bien sûr leur peuple. Et je trouve que le passage de relais, c'est magnifiquement fait avec le nouvel évêque de C, voilà, par l'accueil que vous avez fait là-bas, et puis par vos visitations que vous faites régulièrement. Je crois que c'est un défi, pour que ce ne soit pas qu'un feu de paille, un jumelage. Voilà. Bien sûr. Et donc ça, c'est une réussite. Voilà. Et puis, au travail, certainement, dans le comité de jumelage, voilà, où il y a vraiment un partenariat d'abord entre les 2 comités de jumelage diocésains, là-bas, et puis nous ici, en associant les prêtres fidèles de Noum, ou peut-être des gens qui seraient ressortissants du Congo, enfin de la région. Mbuji-Mayi, oui. Voilà. Après, l'important, c'est les liens de fraternité qui se tissent. Voilà. Il y a les projets, bien sûr, mais ça passe par des liens de fraternité, d'écouter l'autre dans ce qu'il vit, ce qu'il traverse, d'essayer de se comprendre dans nos différences, nos différences de culture, de réaction. Moi, je suis impressionné par l'église de Mbuji-Mayi, vous l'avez souligné, Hubert, mais son engagement, une annonce de l'évangile qui prend l'homme dans toutes ses dimensions et qui travaille aussi au développement du pays. Enfin, quand on va pour avoir été sur place, c'est pas que des mots. Enfin, je veux dire, c'est la scolarisation, c'est la santé, c'est le développement économique. Enfin, je trouve qu'il y a des institutions fortes aussi. Voilà. Oui. Je vois aussi un autre avantage, c'est que l'aide est vraiment concrète, parce qu'on connaît ce qu'on aide mutuellement, parce que chaque année au mois d'octobre, on a par exemple la semaine missionnaire mondiale, on fait la quête pour les pays étrangers, tout ça, mais là c'est vraiment du concret, parce que voilà, on a un vis-à-vis. Et nous, chaque année, à l'Épiphanie, c'est la quête pour une partie, pour la moitié, pour diocèse de Mbuji-Mayi. Et c'est ça qui permet aussi le soutien financier.
Voilà. Et moi, j'ajoute aussi la prière. Enfin, je trouve qu'il y a une belle symbolique quand, à l'Épiphanie, on associe les deux évêques dans la prière eucharistique dans leur nom, voilà, pour bien marquer les liens. Et puis, ce soutien de prière au fil du temps, enfin, en fonction des événements. Voilà, eh bien, merci à vous deux. Oui, je voulais ajouter un peu ce que Philippe vient de dire. Et pour moi, je suis très heureux de ce que nous avons commencé. Je voudrais que ça continue. Et le Père Philippe a parlé de la visite in situ. Donc, aller sur le terrain, voir les prêtres, les comprendre aussi à partir de leur milieu. Voilà mon grand souhait pour nos prêtres qui viennent ici. Et même les membres du diocèse qui viennent ici. Il est aussi important que de votre part, de ce diocèse d'essai, qu'il y ait aussi le désir de descendre sur le terrain. Ça nous fait beaucoup de joie et ça nous rend vraiment le cœur en joie, qu'ils viennent ici. Alors, concernant aussi la prière, comme on l'a dit, chaque jour, pour moi, quand je célèbre l'Eucharistie, je ne peux jamais manquer d'invoquer Sainte Zélie et Saint Louis Martin. Parce que pour nous, c'est vraiment des saints de votre diocèse qui sont partis d'ici et ça nous marque. J'ai leurs reliques sur mon autel et je ne peux que le prier tout le temps, les invoquer, même dans des situations difficiles. Bien sûr. On a besoin de comme ça, oui. Merci à vous deux. Alors, longue vie au jumelage, c'est Mbujimaï. Merci Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda. Merci Père Philippe Potier d'être venu nous parler tout spécialement sur RCF Normandie de cette belle initiative. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Et moi, j'ajoute merci aussi à tout le comité de jumelage, oui. À Alban, à Céline, à Sylvie, à Patrick, voilà, qui se dévouent beaucoup pour le jumelage. Merci.